Dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, de notre quart d'heure thématique, je vous propose de voir ou revoir l'un de nos invités cette semaine. Nous évoquions avec lui les marchés de crédit, la dette d'entreprise et les stratégies flexibles qui permettent de profiter de ces marchés de crédit à travers notamment la stratégie Eurocredit Total Return d'AXA IM et son gérant Benoît Delaval. Le contexte macroéconomique, il est bon. Enfin, jusque-là, il a été très bon en tout cas. Plusieurs titres. On est en zone euro comme aux États-Unis, qui sont les deux grandes zones qu'on va regarder chez nous, en croissance positive, malgré des resserrements monétaires sans précédent qu'on a connus après l'inflation, l'explosion de l'inflation. Donc croissance positive. On voit encore une croissance positive en zone euro comme aux États-Unis, 0,7 en zone euro et 1% l'année prochaine. Des taux de chômage qui restent historiquement bas. On est à 6,3% je crois en zone euro, 4,3% aux US, donc vraiment sur des quasi-points bas. Voilà, des quasi-points bas. En face de ça, des résultats d'entreprise qui ont été très bons jusque-là. Ouais. Donc ça, c'est le côté très positif. Après, il y a des petits signaux en face de ça qui commencent un peu à apparaître. Typiquement, au Q2, on a commencé à avoir quelques profit warnings, typiquement sur l'industrie de la chimie. Ouais. Plus récemment, sur l'automobile, on a eu BMW en octobre. Encore plus récemment, on a eu deux équipementiers auto, First Brand et Tricolor aux États-Unis. Ouais. Dans le marché privé, cette fois. Dans le marché privé, exactement. Ouais. Et voilà, on sent qu'il y a une petite houle qui apparaît, qui, après des trimestres et des trimestres très positifs, et donc notamment pour nos actifs risqués, le crédit, classes d'actifs risqués. Et donc, on est, je dirais, plus prudent en ce moment, dans un contexte macro. Mais c'est la vie normale d'un cycle de crédit, alors qui a été un cycle spectaculaire. Enfin, j'imagine là, au cours des derniers mois, trimestres, au cours des dernières années, avec le phénomène de désinflation, il y a eu, j'imagine, beaucoup d'appétit pour ces produits-là. Les accidents que vous citez, c'est la vie normale dans ces marchés de crédit. On n'est pas en dehors des standards jusqu'à présent. Tout à fait. Non, mais honnêtement, ça a été le scénario idéal depuis 3 ans maintenant. On a délivré de très bonnes performances globalement. Enfin, le crédit a délivré de très bonnes performances. Cette année encore, que ce soit sur l'investment grade ou le high yield, on est à 3% pour l'investment grade, 4,5% pour le high yield. Donc de très belles performances. Et en face de ça, des inflows très importants. Alors, nous, chez AXA IM, on constate, et notamment dans cette stratégie où les AUM ont explosé, et pour l'instant, c'est pas fait pour s'arrêter. C'est-à-dire qu'on constate encore au quotidien des inflows importants, des nouvelles émissions qui sont largement sursouscrites. Voilà. Quand vous dites vos AUM, donc vos encours sous gestion ont explosé, je précise sous votre contrôle, Benoît, la stratégie que vous pilotez, donc Eurocredit Total Return chez AXA IM, les encours ont fait x10 en 2 ans. À peu près, c'est ça, Benoît. Alors, revenons quand même sur ce phénomène. Qu'est-ce qui a aspiré autant de flux dans cette stratégie? Qu'est-ce qui caractérise cette stratégie qui a quand même 10 ans de track? C'est pas une stratégie qui a été lancée il y a 2 ans, justement, Benoît. Alors, il y a plusieurs éléments. La première, c'est que, et ça en toute humilité, c'est que la classe d'actifs est redevenue attractive. Avec cette fameuse hausse on a ressorti les gérants crédits. Voilà. Non, mais si, après des années de taux négatifs, c'est quand même comme ça que ça s'est passé, oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gérants qui sont sur le fixed income et sur le crédit en particulier. Voilà. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez dit, on a 10 ans de track record, un process d'investissement qui est stable dans le temps, qui est reconnu par nos clients, qui est reconnu sur le marché. Et donc ça, finalement, ça rassure parce qu'on a traversé un certain nombre de cycles économiques et donc on a prouvé via ce process d'investissement qu'on arrive à délivrer de la performance dans les différentes phases de cycle. Dernière chose, et à mon sens très importante aussi, c'est que, comme vous le savez, il y a eu l'éclosion depuis quelques années de la gestion passive. Et donc là, qui a, pareil, eu des inflows très importants, donc soit sur l'equity, mais aussi sur le fixed income. Et c'est vrai que face à ça, les stratégies dites actives, mais flexibles, donc plus actives qu'une gestion benchmarkée, parce que sur cette gestion-là, on n'est pas benchmarké, finalement, attire aujourd'hui parce que le client va aller chercher de la vraie gestion active, la gestion de conviction, flexible, dynamique. Et on voit qu'il y a un appétit très fort face à la gestion passive. Petite parenthèse là-dessus. Alors là, encore une fois, on est dans le domaine du crédit. Le crédit euro, c'est votre terrain d'investissement. Mais pour un allocataire qui peut avoir le choix justement entre des stratégies passives aujourd'hui ou des stratégies actives, il y a également tout le phénomène des fonds à échéance, là aussi, dans les marchés de dette et les marchés de crédit. Qu'est-ce que vous lui vendez avec une stratégie flexible, total return? Quel est l'intérêt qu'il a, lui, en tant qu'allocataire, à implémenter cette brique dans sa poche crédit, en l'occurrence? Alors, une nouvelle fois, quand on a la chance d'avoir un bon track record, déjà, on peut vendre ça. On peut vendre comment s'est comportée notre stratégie à travers différents cycles.
Et une nouvelle fois, en fait, en particulier sur la gestion, enfin, le fixed income et sur le crédit, on arrive encore à montrer que la gestion active a vraiment de la valeur. Ouais. Et donc, finalement, moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est quitte à aller sur la gestion active, allez vraiment sur la gestion active. Faites du crédit. Faites du crédit, mais faites de la gestion flexible. Ouais. Faites, nous, ce qu'on va aimer, c'est la volatilité. La volatilité est notre allié, je dis souvent ça, parce que, en fait, c'est là qu'on va pouvoir implémenter de façon beaucoup plus dynamique des vues. Et sur un fonds ou des stratégies flexibles, finalement, on a la possibilité de complètement revoir l'allocation de notre portefeuille. Donc, on ne suit pas un benchmark. Ouais, donc, en fait, on peut revoir l'allocation sectorielle, la sensibilité crédit, la sensibilité taux. Et ça, on le fait vraiment de façon dynamique. Et voilà, ça prouve dans le temps que ça performe. Ouais, bah justement, si on ouvre un peu le capot de la stratégie, là, concrètement, c'est quoi les moteurs de performance? Alors, les moteurs de performance du passé récent et ceux que vous anticipez, là, pour le futur proche, Benoît. Alors nous, on va regarder évidemment deux éléments, hein, c'est la partie crédit et la partie taux. Alors c'est un fonds crédit, enfin c'est une stratégie crédit qui s'appelle Euro Crédit Total Return. Mais c'est vrai que on va aussi beaucoup utiliser la partie taux, puisque si on regarde ces 3 dernières années, on voit qu'il y a eu très peu de volatilité sur le crédit. Ouais. À part quelques épisodes voilà, très courts, Oui. mais beaucoup de volatilité sur les taux. Oui. Donc on a cette possibilité finalement d'ajuster la sensibilité de la stratégie de façon dynamique, et ça a été un catalyseur important de la performance, un vecteur important de la performance. Le crédit a aussi, lui, très bien performé, mais ça, en fait, finalement, on s'est aussi différencié sur la partie taux parce que le crédit a très bien performé. Après, ce qui a joué en notre faveur, c'est des allocations sectorielles qui nous ont été favorables. On a notamment privilégié largement les financières sur ces dernières années, Ouais. les assurances aussi, plus récemment l'immobilier. Jusqu'à Voilà. quel niveau de qualité de crédit vous pouvez aller dans cette stratégie, Benoît? Alors, on peut aller jusqu'à high yield. Enfin, le rating moyen de la stratégie doit rester investment grade, mais on peut avoir jusqu'à 49% de high yield. D'accord. Alors, en conservant à la fin un profil investment grade, c'est très important pour un certain nombre de clients, et sachant qu'au sein du high yield, on ne peut pas descendre en dessous de B- en termes de rating. D'accord. Donc finalement, on va principalement se concentrer sur les émetteurs, sur le high yield, sur les émetteurs les mieux notés. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la stratégie, c'est une très grosse partie des émetteurs qui sont notés WB, donc on va dire le haut du panier sur le high yield. Ouais. C'est un fonds qui est très concentré. Certaines gestions de conviction sont parfois très concentrées. Tout à fait. Vous pouvez avoir des poids très forts sur certains émetteurs par rapport à d'autres. Alors, très concentré, compte tenu de la taille de la stratégie, je dirais qu'elle n'est pas très concentrée. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'on est plus concentré en relatif par rapport à une stratégie benchmarkée, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, on va appuyer encore plus nos convictions, donc nos convictions sectorielles. Quand on va aimer un secteur, on va peut-être en mettre plus dans cette stratégie-là que dans d'autres, et aussi sur un émetteur. L'utilisation des dérivés dans les marchés de crédit, justement, est-ce que c'est possible pour vous dans cette stratégie et à quoi ça sert? Est-ce qu'on est simplement dans la dimension de couverture, de hedge, ou est-ce qu'il y a également une partie performance à aller chercher? Tout à fait, une partie performance à aller chercher. L'utilisation de dérivés est clé dans ce type de stratégie. Sur le crédit en particulier, parce que si on regarde, donc je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 49% de yield, donc ça, la partie cash, donc la partie investie, on va la gérer de façon dynamique, mais c'est vrai que sur le segment high yield notamment, la liquidité est moindre si on compare à l'univers investment grade. Donc nous, en général, quand on va sur des émetteurs, c'est des vraies convictions, on fait du bond picking, on est des bons pickers, on travaille avec nos analystes crédit qui nous aident vraiment à les sélectionner les émetteurs, enfin qui préfèrent au sein de chaque secteur. Évidemment, sur le high yield, vous allez avoir plus de volatilité en fonction des news sur un émetteur. Donc, plutôt qu'aller acheter et vendre pour jouer la volatilité court terme, sachant que ça va être plutôt des convictions moyen-long terme, on va ajuster le profil du portefeuille en utilisant des dérivés, notamment des CDS. Ouais. Finalement, cette stratégie est assez simple. C'est l'assurance contre risque de défaut. Exactement, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se protéger en achetant de la protection ou en vendre pour rajouter du risque. Et ça, on le fait. C'est vraiment un outil qu'on utilise. Et ça apporte de la performance. Ça, c'est censé en tout cas, mais oui, c'est fait pour apporter de la performance. Et vraiment, on l'utilise de façon tout le temps en fait. Et ouais, donc c'est un outil très pratique parce que c'est très liquide en fait. Les indices CDS sont très liquides. Ouais. C'est quoi l'espoir de rendement sur une stratégie comme la vôtre, avec 10 ans de track, hein, j'entends, Benoît? Alors, je vais plutôt vous parler du rendement historique moyen qui doit être autour de 5,2% annualisé. Après, j'ai du mal à me projeter sur le rendement que je promets parce que voilà, vous savez qu'on n'a pas vraiment le droit. Mais en tout cas, là, on fait jusque-là en tout cas une très bonne année. Une nouvelle très bonne année, et une fois de plus on est assez confiant pour la fin de l'année parce qu'on pense que la classe d'actifs reste très attractive. Même si d'un point de vue spread il y a certains segments où on peut se dire que ça commence à être un peu cher,
cher. D'un point de vue rendement absolu, en fait, le crédit reste très attractif d'un point de vue historique, que ce soit sur l'investment grade comme sur le high yield. Une vue constructive, mais vous le disiez en début d'interview, et on va conclure là-dessus, Benoît, un peu plus de prudence quand même. Vous citiez quelques accidents ici et là, quelques profit warnings. Qu'est-ce que ça implique dans le positionnement et les équilibres là du fonds pour la fin d'année? Alors effectivement, un peu plus de prudence qu'on l'avait il y a quelques mois. Concrètement, on a baissé un certain nombre de segments qu'on dit agressifs. Donc ça va être les obligations high yield, les financières subordonnées, les obligations hybrides aussi. Euh, Ponctuellement, parfois aussi acheter de la protection. Et finalement, on n'attend pas non plus un gros écartement de spread. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce contexte porteur que je vous ai décrit, où les inflows sont très importants, on n'attend pas à de vrais écartements. Bon, toutes choses égales par ailleurs. Après, si on a une histoire qui vient complètement bouleverser, je sais pas, une guerre, ou Bien sûr, ça changera. Mais en tout cas, toutes choses égales par ailleurs, on n'attend pas de bouleversement. Donc, on va être dynamique dans la volatilité qu'on aura. Donc, en fait, et c'est ce qu'on observe depuis de nombreux trimestres maintenant, chaque point d'écartement est un point d'entrée. Et ça, c'est un peu la leçon de ces derniers trimestres sur le crédit, c'est que tout écartement est une opportunité pour remettre du risque. Benoît Delaval, gérant crédit chez AXA IM, qui était l'un de nos invités cette semaine dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.